Le monde vit présentement une disruption, un profond bouleversement sociétal qui nous pousse à réfléchir. On vit à la fois une révolution sociale, une pandémie mondiale et une crise climatique. Tous ces problèmes-là, c'est de la faute de la génération passée. Heureusement, on est outillés pour faire face à ce genre de situation. On est la génération la plus éduquée et la plus informée de l'histoire de l'humanité. Grâce à Internet, on a accès à toute l'information du monde en un seul clic. Malheureusement, Internet donne aussi une plateforme aux gens qui croient à des hypothèses entourant la Terre plate, la COVID-19, les vaccins ou même les changements climatiques. Le meilleur outil pour contrer tout ça, c'est la science, la méthode scientifique. C'est pourquoi je me donne comme défi dans ce documentaire de vous équiper pour savoir démêler le vrai du faux sur Internet. En gros, utilisez votre esprit critique. En plus d'essayer de vous intéresser à la science et peut-être même de vous diriger vers une carrière scientifique. Pourquoi la science est essentielle à notre société aujourd'hui? Mon Dieu, pourquoi la science est essentielle à notre société pour plusieurs raisons. Moi, à chaque fois que j'enseigne mes cours de sciences à l'université, je leur dis, écoutez, peu importe ce que je vais vous dire, mettons que j'enseigne un cours hormones et comportement parce que je travaille sur le stress, je leur dis aux étudiants, c'est pas important ce que je vais vous dire sur les hormones tant que ça. La chose la plus importante, c'est la pensée critique. On dit souvent que la science est la plus grande réussite de l'humanité. La science sauve des vies, la science nous a envoyés sur la Lune, la science raconte l'histoire de notre univers. Mais au fond, la science, c'est quoi? Par définition, c'est les connaissances qu'on possède sur notre univers et ses composantes, qu'on obtient à travers des observations justes, rigoureuses, vérifiables et objectives. Mais pour moi et pour bien d'autres, la science, c'est bien plus que ça. C'est la curiosité naturelle de l'humain, sa pensée si bien balancée entre la créativité et l'ingéniosité. Et c'est grâce à ça qu'on a la quantité de savoir phénoménale qu'on a aujourd'hui. I am really curious about what all things are made of. Like, what is dirt made of? And since we know about what dirt is made of, what that stuff that dirt is made of. Because everything is made of something else. Carlo Paravano, who has had a distinguished career Le as a docteur researcher. Carlo Parvano, président de la division des sciences naturelles de l'Université de l'État de New York, explique au New York Times que tout le monde naît scientifique. De la première balle qu'ils lancent à la fourmi qu'ils observent avec attention, les enfants utilisent les outils scientifiques. L'enthousiasme, les hypothèses, les tests, les conclusions, pour démystifier le monde qui les entoure. Cet esprit scientifique se présente d'après moi sous forme de curiosité, d'une impulsion que tout le monde possède à vouloir connaître la vérité. Et c'est cette même curiosité qui nous pousse à poser les grandes questions. Y a-t-il de la vie extraterrestre? Est-ce que Dieu existe? Pourquoi sommes-nous ici? Je pense que se poser ces questions, c'est ce qui pousse notre technologie toujours plus loin. C'est ce qui nous permet d'en apprendre plus sur le monde qui nous entoure et de vraiment comprendre l'univers. C'est un peu à ça que ça sert la curiosité. La chose la plus importante sera toujours de continuer à se poser des questions. Cependant, s'il est un excellent exercice de remettre en doute tout ce qu'on croit savoir, il faut le faire de façon raisonnable et logique, sans quoi on risque d'en venir à des conclusions loufoques. Quand on se pose une question et qu'on veut y trouver la réponse, c'est important de le faire en suivant la méthode scientifique. Donc la méthode scientifique, ça va comme suit. On se pose une question. Par exemple, pourquoi le ciel est bleu? Ensuite, on pose une hypothèse. Je pense que le ciel est bleu parce que la lumière rentre dans l'atmosphère, puis ça doit jouer avec les longueurs d'onde. Ensuite, on fait des observations ou des expériences. Ce qui arrive, c'est qu'un conspirationniste va utiliser la méthode scientifique à l'envers. Il commence avec sa conclusion. Il se dit « Je suis certain que la COVID-19, c'est un plan orchestré par le gouvernement pour nous contrôler. » Ensuite, il va faire plein de recherches sur le sujet, sur des sites internet qui sont plus ou moins fiables. Ensuite, il va finir par se poser une question. Il va se dire « Mais comment que je peux convaincre les gens maintenant que je détiens la vérité? » Ça, c'est clair que c'est un raisonnement qui est erroné. Quand on part avec une conclusion, on a des attentes avant même qu'on commence à faire sa recherche. Ça, c'est problématique parce que c'est le biais du chercheur en action. Ce que les conspirationnistes se rendent pas compte, c'est qu'ils sont victimes de nombreux biais cognitifs. Les biais cognitifs, c'est des erreurs que notre cerveau fait sans s'en rendre compte. Ça peut flouter notre jugement et nous faire prendre des décisions qui sont irrationnelles. Je
vous conseille fortement d'aller vous informer sur les biais cognitifs par la suite, parce que plus on en connaît sur les biais cognitifs, plus c'est facile de les éviter. Donc si on commence par le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est quand on commence avec une idée déjà faite dans notre tête avant de s'attaquer à un problème. Donc par exemple, moi, je viens d'acheter un nouveau téléphone. J'ai dépensé 1000$ là-dessus, je suis très content de mon achat, je suis tout excité. Je m'en vais regarder sur Internet pour me faire confirmer que j'ai fait un bon choix. Je vais sur Internet, puis toutes les reviews que je regarde me disent « Ah, c'est un téléphone qui est cheap, il y a beaucoup de meilleurs téléphones sur le marché pour un prix moins cher, vous vous êtes fait avoir. » Puis là, moi, j'en prends un coup sur mon ego. Je m'en vais fouiller dans les fins fonds de YouTube juste pour trouver une seule vidéo qui va me dire « C'est un bon téléphone, t'as fait un bon choix. » Ça, c'est le biais de confirmation en action parce que je vais pas lâcher le morceau jusqu'à ce que je trouve une seule pièce d'information qui me donne raison. Puis je vais donner raison seulement à cette pièce d'information-là. Je vais discréditer tous les autres YouTubers qui m'ont dit que c'était un mauvais téléphone. Dans cette situation-là, c'est assez inoffensif. Ça devient par contre dangereux quand on l'utilise pour contrer des faits bien établis comme les changements climatiques, le Big Bang, l'évolution et j'en passe. Est-ce que vous pouvez me nommer quelques biais cognitifs qui sont importants à éviter quand on pense avec la méthode scientifique? Oui, mon Dieu Seigneur. Bien, il y en a plein et je vais t'en donner. Bien, il y en a vraiment plein. On est en train d'en étudier d'abord ce qu'on appelle le biais du chercheur. Alors, on fait une grosse étude chez des jeunes à l'école primaire et à l'école secondaire pour mesurer différents types d'anxiété pour savoir c'est de quel type d'anxiété que vous n'arrêtez pas de souffrir parce que tout le monde souffre, il paraît, d'anxiété. Fait qu'on mesure 4 types d'anxiété. Et moi, dans ma tête, avant même de commencer l'étude, je suis sûre que c'est, mettons, le type D. Je suis sûre de mon coup. Fait qu'on analyse les résultats, puis ça donne que c'est pas le type D, c'est le type B, mettons. Mais moi, ça me tente pas que ça soit le type B. Je veux que ça soit le type D. Fait que là, on prend les données, on vérifie telle affaire. Puis tu sais, à force de vérifier, tu vas peut-être finir par arriver par dire « c'est D ». Mais c'est drôle, parce que j'étais dans une rencontre avec mon étudiante hier, j'ai dit « Écoute Audrey, c'est B ». Puis c'est pour ça que je dis toujours à mes étudiants « Laisse les données parler ». Tu as tout fait ça, tu as 1500 jeunes qui ont participé, c'est B. Fait que là, on va arrêter de penser que c'est D, c'est B, puis on part avec ça. Puis à chaque fois que tu réalises comme chercheur que même si tu voudrais que ça soit telle chose, c'est autre chose, tu repars avec ça. Là, à ce moment-là, tu vas avoir vraiment quelque chose de très bien. Mais il faut juste que tu aies assez d'humilité pour te dire « Ah, non, il faut pas que je te... Tu sais, je veux trop que ça soit ça. » Puis oui, j'ai étudié en biochimie, puis en biologie moléculaire, puis oui, je sais c'est quoi un virus, mais je sais pas tout, mais je sais vraiment pas tout. Sauf que ce que ça m'a fait comprendre, c'est que plus j'en apprends, plus je me rends compte que je sais pas grand-chose. Alors, ça, il y a un phénomène qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger, on en parle beaucoup ces temps-ci. Un gars comme Trump pense qu'il sait tout. Il faut vraiment rien comprendre pour dire ça. Plus tu en apprends, plus tu te rends compte que tu dois douter. Mais parce que tu doutes, avant de prendre une action, tu réfléchis, puis tu as des chances de faire moins d'erreurs. Est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi l'effet Dunning-Kruger? Comment il fonctionne? Ben, l'effet Dunning-Kruger, c'est Donald Trump. L'effet Dunning-Kruger, c'est 2 chercheurs en psychologie qui ont démontré ça. C'est que, tu sais, des fois, tu parles avec quelqu'un, puis là, puis tu sais de quoi tu parles, toi. OK? Toi, tu le sais parce que ça fait, mettons, 10 ans que, je sais pas, moi, tu fais de la plongée. Tu sais de quoi tu parles. OK? Puis là, tu parles à quelqu'un qui a jamais fait de plongée de sa vie, mais il t'obstine pendant 2 heures parce qu'il est sûr qu'il sait de quoi il parle. Fait que l'effet Dunning-Kruger, c'est des gens qui, parce qu'ils sont très incompétents dans un domaine, n'ont pas les compétences nécessaires pour savoir qu'ils sont incompétents. Tu comprends? Ouais. Parce que pour savoir que tu n'es pas bon, faut que tu sois quand même assez bon. Tu comprends? Pour savoir que tu n'es pas bon en français, il faut que tu aies quand même assez de connaissances en français pour savoir que tu fais des fautes. Alors, l'effet Dunning-Kruger a souvent été associé à Donald Trump, par exemple. Donald Trump, il est toujours sûr qu'il sait tout sur tout, mais il est complètement incompétent dans un paquet de domaines et c'est parce qu'il est incompétent qu'il est sûr de son coup, puis il est vraiment certain qu'il sait de quoi il parle. Tous les biais cognitifs que moi et les scientifiques viennent de vous expliquer,
C'est ça qui cause en majorité les problèmes de société. Donc on sait que notre société est remplie de problèmes en ce moment. On se fait répéter sans cesse que 2020 c'était la pire année qu'on a jamais connue. Mais il y a une façon de régler ça. Pour régler la pandémie de coronavirus, il suffit d'écouter les scientifiques, de se faire vacciner, de respecter les règles de distanciation qu'ils nous imposent. Pour régler les changements climatiques, les feux de forêt entre autres en Australie, en Californie, la fonte de la calotte polaire, c'est tous des problèmes qui se règlent en réduisant nos émissions d'hydrocarbures, en réduisant notre temps dans le transport, en réduisant notre consommation de viande rouge. Pour régler les problèmes sociaux comme le racisme, la misogynie, il suffit encore une fois d'écouter la science. La biologie de base nous dit que tous les êtres humains sont nés égaux, peu importe l'ethnie, peu importe la race, peu importe le sexe. Tous ces exemples-là, c'est des raisons de pourquoi on a besoin de la science dans nos vies, puis pourquoi on a besoin d'utiliser notre esprit critique. Mais pour faire respecter la science, il faut d'abord des scientifiques. Quel conseil vous donneriez à des élèves qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard? Moi, je suis tout le temps très, très surpris, puis à la fois un peu émerveillé quand des fois je vois des jeunes secondaires qui savent déjà ce qu'ils veulent faire, qui ont un but, qui savent quelle profession ils aiment, parce que dans le fond, il y en a tellement aujourd'hui, puis il y a tellement de choses encore qui n'existaient pas il y a 5 ans, qui existent là. Alors, mon conseil, c'est aller tout le temps aux limites de vos capacités. Faites tout ce que vous êtes capable de faire. Prenez pas le chemin qui est facile, prenez le chemin qui vous ouvre le plus de portes. Ce qui a été déterminant pour mon parcours ensuite, c'est vraiment les cours que j'ai pris quand je suis arrivé en physique. Moi, je voulais faire de l'astronomie, fait que j'ai pris un cours d'astronomie, mais j'aimais aussi l'aspect laboratoire, fait que j'ai pris un cours d'électronique. Puis, suite à ça, durant l'année, je ne l'ai pas su, mais à la fin de l'année, il y a quelqu'un qui m'a appelé en disant « Est-ce que tu veux venir travailler pour moi? » Je suis un prof d'université, puis je t'engagerai pour l'été. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Puis plus tard, quand je l'ai connu, ça a été mon directeur de maîtrise. Puis plus tard, quand j'ai connu plus, je lui ai demandé « Mais comment tu as fait pour me trouver? Pourquoi tu m'as appelé chez moi comme ça? » Il a dit « J'ai pris... Moi, je faisais de l'astronomie, puis de l'électronique. Fait que j'ai pris une personne qui était inscrite aux 2 cours, et puis j'ai pris celui qui avait la meilleure note. C'était toi. Fait que je t'ai appelé. » Donc, c'est vraiment mes choix qui ont ouvert mes portes, parce que je voulais faire ça. Je me suis inscrit là-dedans. J'ai bien travaillé. Puis, moi, j'encourage, quand j'ai enseigné, j'encourage les gens à aller vers ce qui ressentent au fond, puis se donner à fond dans ce qu'on... Vraiment pas y aller à reculons, puis faire tout ce qu'on est capable de faire dans une direction, ça porte ses fruits. Moi, ça a été très, très positif pour moi dans ma vie. Et souvent, les jeunes du secondaire arrivent super stressés à la maison parce que là, les orienteurs leur ont dit qu'il faut savoir ce qu'on va faire. Écoutez, j'ai pas su ce que j'allais faire dans la vie avant ma 2e année de doctorat, là, fait qu'on se calme tout le monde. C'est vraiment pas important. Puis je vous dirais que la seule affaire à faire tout le long, c'est d'étudier dans ce que vous aimez. Si la science vous intéresse, ne serait-ce qu'un peu, il y a des tonnes de carrières qui s'offrent à vous. Vous pouvez prendre le chemin classique, aller en chimie, en physique, en médecine, en biologie. Mais un diplôme en biologie, ça peut vous mener bien ailleurs que dans un laboratoire. Comme je l'ai dit, la science est absolument partout dans nos vies. Je suis convaincu que chacun d'entre nous peut trouver un aspect de la science qui l'intéresse et développer ça sur le plan personnel. Peut-être serez-vous le scientifique qui découvrira le remède à l'Alzheimer ou au sida. Peut-être serez-vous le scientifique qui fera le lien entre la gravité et la théorie quantique. Je crois vraiment dur comme fer qu'il faut se laisser rêver grand pour accomplir des grandes choses. Sur ce, merci d'avoir écouté ce mini-documentaire et je vais laisser plein de ressources disponibles pour vous éduquer par rapport à l'esprit critique, par rapport à la science, par rapport à des carrières disponibles en sciences, tout ça dans la description. Aujourd'hui, je trouve dire « j'aime la science », c'est plus facile qu'avant parce que tu n'as pas à dépendre d'un prof. Tu as juste à le triper sur ce qu'il y a sur YouTube. Puis c'est écœurant ce qu'il y a sur YouTube. Moi, c'est Marc-Antoine que tu connais, mon plus jeune fils, qui m'a souvent dit « As-tu vu telle vidéo? » Écoute, il avait 13 ans, puis il me lançait des affaires sur Internet, puis je tripais, il en savait plus que moi qui avait une maîtrise. Puis c'est génial. Mais donc, l'idée aussi, c'est pas juste de dire « j'apprends des connaissances », parce que ça, il y a tout le temps quelqu'un qui va en savoir plus que toi. L'idée, c'est de développer la curiosité. Puis je trouve qu'en sciences, que ce soit en génie, en maths ou en sciences de la santé, sciences de la nature, la science, ce qui est génial, c'est que c'est factuel.
il te montre quelque chose, il te démontre quelque chose, puis tu peux aller à l'autre étape. Puis si vraiment tu tripes plus, tu peux faire de la recherche puis découvrir des choses. Alors que aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on a beaucoup sur Internet, c'est pas des faits, c'est des opinions. Puis les gens ne savent même pas faire la différence entre une opinion puis un fait. Fait que la science, je trouve, est importante, puis je trouve qu'il n'y en a pas assez dans les cours, dans les programmes d'éducation, et certainement pas donné de la bonne façon. Là, je juge beaucoup, là, mais oui. Mais je pense que c'est fondamental pour une société qui veut évoluer de donner une bonne science aux étudiants pour qu'ils aient le goût de comprendre ce qui les entoure. Alors, bonjour, je m'appelle Richard Cadieux. J'enseigne les mathématiques SN en 5e secondaire depuis maintenant 30 ans à l'école Jean-Baptiste Maillard. Ben, moi, mon nom, c'est Sonia Lupien, je suis chercheur scientifique et comme tous les chercheurs scientifiques doivent être professeurs à l'université, je suis aussi professeur à l'Université de Montréal au département de psychiatrie. Et ça fait une bonne trentaine d'années, je dirais, que je travaille sur les effets du stress, particulièrement les hormones de stress sur le cerveau humain. J'avais fait mon travail, mais je me disais, je veux encore étudier un peu, donc je suis retourné aux études pour continuer une maîtrise, cette fois-là en éducation, puis ensuite un doctorat en éducation aux sciences, c'est pour l'enseignement des sciences. Et puis, suite à ça, on m'a offert un poste dans une université, puis j'ai commencé à travailler dans une université comme professeur, et puis je suis là depuis ce temps-là. Donc j'ai continué, je suis à l'UQAM. J'enseigne comment enseigner les sciences, on pourrait dire. Et puis voilà, c'est mon parcours. Mais oui, mais je pense que c'est fondamental pour une société qui veut évoluer de donner une bonne science aux étudiants pour qu'ils aient le goût de comprendre ce qui les entoure.